Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf aujourd'hui. L'honneur et l'avantage de recevoir le président de la collectivité territoriale de la Martinique en la personne de son président, M. Serge Letchimy. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Mano, bonjour à toute la Martinique. La Guyane, la Guadeloupe aussi, qui nous regarde. Très bien. Permettez, je vous en prie. Maintenant, on est à une distance correcte. Oui, très Merci bien. beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vacciné. Vous avez pris vos 3 doses, Monsieur le Président? Bien sûr. 3 doses, d'accord. Alors, j'étais en train de penser que finalement, quand vous étiez maire en 2009, vous avez subi cette grève de 2009. Là, vous commencez votre présidence à la collectivité et là, vous vous retrouvez avec les événements de ces jours-ci. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes des côtés mon métier pied moins là? Non, j'assume surtout avec beaucoup d'humilité la responsabilité en soi, quoi. Donc c'est pour cela que ces événements arrivent. Il y a un moment ni soleil, des fois ni la pluie, des fois ni nuages. Il faut accepter ça. Hein. C'est la vie, hein. C'est la démocratie politique et sociale. Ce sont des événements. Dieu merci. C'est pas une explosion sismique qui a emporté des millions de personnes, même si on a, dans cet événement-là, la part sanitaire avec près de 720 morts. Donc ce sont 2 moments difficiles, mais qu'il faut assumer simplement en humilité. Très bien, Monsieur le Président. On va profiter pour faire un petit point sur beaucoup de choses. Je profite de votre présence. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur Seguino? Est-ce que les travaux ont commencé? Est-ce que les choses avancent? Oui, merci de commencer par ça, parce que je pense ça a impacté tellement de Martiniquais depuis un moment. Il fallait, à mon avis, prendre des décisions très tôt. Donc on a fait ça lors de la campagne. Oui. On a pris un engagement qu'on a respecté. On avait dit qu'on allait commencer 3-4 mois après les élections, si on était élu, commencer les travaux. Mais ça nous dit, nous fait. Et ça passait par un moment technique très compliqué, mais vraiment très compliqué, et un moment juridique aussi compliqué et politique. Donc on a passé cette étape, les travaux avancent très bien. Je pense qu'on va respecter nos engagements. Le problème là, c'est qu'avec les mouvements que nous avons, ça a ralenti un peu les travaux, mais c'est pas nous seulement, c'est toute la Martinique. Et mon souhait, ma volonté, et la volonté de l'équipe, des équipes techniques, c'est d'être prêt pour carême, quoi. Donc appuyer bon Dieu pour que nous réussissions une planning là, mais d'être prêt pour carré. Mais il n'y a pas que Seguino. Hein. On avance déjà sur le lancement des travaux de Trinité, du côté du Galion, et puis à Sainte-Marie aussi. Nous avons aussi une tranche de travaux à Saint-Jacques que nous devons faire pour améliorer le débit. Et c'est pas parce que nous faisons Seguino, Saint-Jacques et Trinité pour le régler, parce que nous sommes en train nous allons certainement présenter à la fin de l'année le plan de relance. Et dans le plan de relance, il y a de l'ordre de 250 millions d'euros sur 5-6 ans de travaux à exécuter pour mettre à niveau la question de l'autorité unique de l'eau, arrêter ces fuites de l'eau dans ces tuyautoirs, construire les réservoirs supplémentaires, travailler sur d'autres formules, d'autres solutions pour économiser l'eau, le prix unique de l'eau, le prix social de l'eau. C'est un beau et grand chantier. Oui, j'ai pensé à vous poser la question parce que ce matin, en venant travailler, j'ai entendu M. Jean-Noël Degrasse qui disait que nous sommes en déficit d'eau, de pluie, pour cette période-là. Ça ne veut pas dire qu'on est en déficit, il n'y a pas d'eau. Hein. Ouais, mais il disait que pour la période, nous sommes en déficit. Alors je me suis dit, heureusement que Seguino semble repartir pour que les Martiniquais du centre et du sud n'aient pas à vivre ce qu'on a déjà vécu. L'observation est juste parce que, vous savez, il y a une pluviométrie normale, donc on est en deçà. Et cela veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait de l'intelligence en termes de gestion de l'offre de l'eau, c'est-à-dire ce que la nature nous donne et notre capacité à gérer cette offre intelligemment. Ça veut dire qu'il y a des réservoirs, il y a des transferts. C'est pour ça qu'on ne peut plus rester avec plusieurs autorités de l'eau, pour qu'on puisse distribuer Martinique Nord, Martinique Sud, Martinique Centre, et caper 3 prix de l'eau différents, c'est ridicule. Donc c'est un beau chantier et je pense que la Martinique donne l'exemple puisqu'on n'a pas fait trop de bruit, mais on a réussi à relancer cette machine. Et en plus, ça va donner beaucoup de chantiers à la Martinique, donc beaucoup de travail. Parce que vous étiez président de région déjà, vous incitiez les gens à avoir des citernes. Maintenant, ce n'est pas les grosses citernes en ciment d'avant, c'est des trucs en plastique. Mais est-ce que la CTM continue à favoriser l'implantation des citernes?
Oui, il y a beaucoup de choses que l'autre équipe avait arrêtées, mais il peut arrêter tout, Dieu merci, Oui. et ça a continué. Donc on est même débordé, parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de demandes, donc il y a beaucoup de dépenses, et il y a beaucoup de suivi. Donc l'objectif, c'est de stocker l'eau, d'avoir donc des réservoirs individuels par famille pour utiliser cette eau pour des choses qu'on ne boit pas, IVC, toilettes, tout ça. C'est ça. Ce qui fait qu'on diminue la facture. Bien sûr. Et on gère la quantité et le volume d'eau. Et il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi à voir avec les industries martiniquaises comment on peut utiliser l'eau de mer, comment nous pouvons aussi rechercher par des forages les nappes phréatiques, les gérer, des retenues collinaires pour les agriculteurs. Parce que quand on parle de l'eau, on ne pense qu'à l'eau du robinet ou qu'au bois caillou. On ne peut pas oublier l'agriculteur qui a une sécheresse là encore pire, et il a besoin de l'eau, quoi. Bien sûr. Alors, je suis content de vous avoir ce matin, M. Serge Letchimy, président de la collectivité territoriale, parce que j'ai entendu Daniel Marie-Sainte qui disait que lors d'une plénière, le président de l'Assemblée égrenait le nom de DGA. Semble-t-il que vous auriez mis à la porte, que vous pensez mettre à la porte, que c'était scandaleux d'avoir énoncé comme ça le nom des DGA. Est-ce une faute politique ou bien est-ce que c'est comme ça que ça se passe lorsqu'une nouvelle équipe arrive? Moi, j'ai connu Daniel Marie-Sainte, j'avais 27 ans. 28 ans, je l'ai connu, et on a des relations techniques personnelles assez particulières, puisque comme on était deux ingénieurs à la mairie, Oui. donc on se connaît bien, on s'apprécie sous cet angle-là. Mais honnêtement, Daniel est un propagandiste qui abuse du mensonge tout le temps. Et bon, c'est ses qualités, hein, c'est aussi une... Je ne vais pas aller trop loin. Mais bon, il a cette qualité-là. Je crois qu'il sait qu'il a ce défaut, mais il le transforme en qualité, c'est-à-dire de dire des choses. Non, je ne vais pas relire le texte que CGTM a sorti hier, qui est très violent et qui remet à sa place Marie-Sainte, mais violemment. Bon. Parce que les coupes sombres, les violences vis-à-vis des salariés, pendant les 5 dernières années, j'ai personnellement plusieurs dizaines d'exemples. Mais ceci, c'est pas ça. On n'est pas à ce cancan-là, je dis pas de cancan, c'est fini. Non, vous avez une procédure de décharge. Lorsqu'une nouvelle équipe arrive, il faut respecter les salariés. Donc la décharge, c'est quoi? Pendant 6 mois après votre élection, vous pouvez mettre en décharge ce qu'on appelle les emplois fonctionnels. Les emplois fonctionnels, ce sont des DGA, directeurs généraux adjoints, ou directrices. Et cette procédure est normale, parce que vous avez une nouvelle équipe, vous avez une nouvelle conception, ou par de ces moments, tu arrives, tu trouves une équipe, tu fais les observer. Premièrement, mais il faut respecter leurs droits. Bien sûr. Donc on leur donne 6 mois qu'ils puissent savoir est-ce qu'ils veulent se repositionner, est-ce que le plan et le projet que je porte les intéresse, est-ce que le projet politique est compatible avec eux, parce que je peux décider que c'est pas compatible avec eux parce qu'ils n'ont pas telle qualité, telle qualité. Donc c'est une sorte de convention qui est signée d'ailleurs, on est obligé de signer un accord et tout le monde a signé. Pour dire clairement, voilà ce qui va se passer, réfléchissez, vous allez me dire, moi je réfléchis de mon côté, je vais vous dire, donc à partir du 30 janvier de l'année prochaine, ce que nous allons décider. Entre-temps, il faut faire l'organigramme, parce que mon cas dit tout le monde, pas tenir l'organigramme. Enfin, il y avait un morceau d'organigramme, simplement pour le cabinet, dont on sait qui dirige le cabinet et d'autres personnes. Mais il n'y avait pas d'organigramme au fond, donc il faut faire un organigramme, et puis ensuite, les DGA se positionnent ou pas sous des postes. Le président tranche. L'autorité du président. Mais Marie-Sainte a oublié qu'il a perdu les élections. Comme il a oublié ça complètement, il veut toujours diriger. Donc non, le droit de chacun est respecté. Je suis extrêmement respectueux de ça. La seule chose, on ne m'imposera pas de quoi que ce soit. Je travaillerai en respectant les individus humainement. D'ailleurs, je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit parmi ces 7 personnes qui ont travaillé, qui ont vraiment donné ce qu'ils pouvaient donner, femmes et hommes. Qui lesquels, et puis deuxièmement, qui sont actuellement dans une position où personnellement je ferai un choix, et ils sont conscients que j'ai le droit de faire ce choix-là, et puis on choisirait les stratégies que je veux. Mais ils ne perdent pas leur salaire, mais non, ni salaire, leur emploi, mais non, pas du tout, ils ne perdent pas de salaire, ils peuvent décider de ne pas rester, c'est leur droit, et d'aller ailleurs, voilà. Et je peux décider de les garder, les 7, ou 2, ou 3, ou 4, ça dépend de l'analyse que je ferai. Et bien sûr, à la fin de cette période des 6 mois qu'on appelle la période de décharge, juridiquement encadrée, vous devez faire une proposition à la personne. La personne peut dire, ok, j'y vais, ça m'intéresse, une autre proposition. Donc c'est vraiment extrêmement respectueux. Moi, je fais de l'anticipation sociale. Daniel Marie-Sainte fait du massacrage social, puisque
Il y a eu des mouvements sociaux en 2016. Ça a été réprimé par des chiens qui étaient devant les portes de la collectivité territoriale. Et on a même fait venir des gendarmes et contre les salariés à la CTM. Et vous vous rappelez cet épisode-là avec des chaînes qui sont portées à M. Marie-Jeanne. Non, c'est un spectacle lamentable. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas utilisé ça et je n'ai pas l'intention du tout d'utiliser. On anticipe beaucoup. J'informe une nouvelle importante. L'organigramme est actuellement, le premier organigramme transitoire est sorti. Les syndicats, enfin les responsables des syndicats sont en train déjà de les analyser. Et nous allons faire passer en commission technique très bientôt. Et puis nous prévoyons une adaptation de l'organigramme, le définitif vers février. Parce que comme on a lancé 2 études, une étude financière parce qu'on nous passe à la noter, et une étude sur l'administration et le personnel, on aura les conclusions vers fin janvier. À ce moment, on pourra retravailler avec le personnel et les syndicats sur la finalisation complète et définitive de l'organigramme qui va durer le temps de mon mandat. Donc pour l'instant, vous ne savez pas encore qu'est-ce que vous avez vraiment comme marge de manœuvre financière. Vous n'avez pas encore l'audit. On sait, on a fait notre propre audit parce qu'on a des gens très intelligents et capables, d'ailleurs des gens qui étaient là depuis très longtemps, et qui ont fait les analyses financières, non contestées par l'opposition, non contestées par qui que ce soit à la préfecture. On a 25 ans d'endettement, c'est-à-dire on est endetté pour 25 ans parce qu'il y a des millions de prêts qui ont été faits au cours des 2 dernières années dont le seul but c'était de financer les élections, mais financés par les aides sociales et toutes les aides qu'on pouvait distribuer. C'est environ 115 millions d'euros comme ça qui ont été mobilisés pour en faisant quoi? En embauchant, un tir de bois? Il y a eu beaucoup de choses. Il y a des embauches, il y a eu beaucoup d'argent débloqué parce qu'on a asséché les associations, les entreprises et les familles pendant les 3 premières années de la mandature. On a gardé la masse d'argent pour les 2 dernières années de mandature, et dont la dernière année. Pendant la dernière année, on a près d'une centaine de millions d'euros qui ont été distribués en peu de temps. En très peu de temps, pratiquement les 6 derniers mois, entre le 1er janvier 2021 et juin. Et donc c'était vraiment un mouvement. Donc on a endetté pour ce 25 ans. Nous avons un déficit de la section de fonctionnement assez incroyable. Ce qui est le mythe du bon gestionnaire est dead, est mort totalement. Et là, nous sommes en train de redresser. J'espère que d'ici la fin de l'année, parce qu'on a dû vraiment ne pas lâcher sur embauche, tout ça. On a restreint tout ça, on a géré ça. Et les dépenses, je vous donne 2 chiffres pour que vous soyez au courant. Nous avons actuellement 11 millions d'euros de gardiennage par an. Pas sûr qu'on comprenne ça. Oui, 11 millions. De gardiennage de bâtiments, 11 millions par an. Je ne sais pas comment on est arrivé à ce stade. Nous avons 62 sites pour répartir sur, notamment Fort-de-France et toute la Martinique, de services. Les services sont éclatés en 1000 morceaux. Ouais. D'ailleurs, le point de Jam, en ville, tout, ni monde pas tout. Bon, dans des locaux, chaque fois, il y a une équipe local, mais ce n'est pas seulement cette équipe-là, c'est un petit peu avant aussi. Ouais. Et puis, donc, nous avons 5 millions d'euros de location an. Chaque année, on loue 5 millions d'euros. Pas besoin de grand grec pour ça, il faut réformer ça. Si on descend ça, gardiennage là, 5-6 millions d'euros, je dis, on divise par D, moi ça gagne 5 millions à la section fonctionnement. Et si location, on trouve des solutions intelligentes pour pouvoir rassembler les gens dans le même endroit, bien, on a gagné 2 millions, 3 millions d'euros de location, et ça fait quand même 8 millions d'euros d'économie que je fais. Donc on travaille énormément là-dessus pour sortir de cette situation difficile. C'est vrai que j'ai trouvé que Plateau était particulièrement vide. On dirait qu'il n'y avait plus personne sauf le cabinet de l'ancienne présidence. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas tellement de personnes là. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on a de bons salariés. Honnêtement, dans la famille, il y a des boucs à foutre des bordels, quoi, mais il y a des mounes, quoi. Mais il y a de très bons salariés, y compris des gens qui sont du côté de l'ancienne équipe, qui font leur boulot. Bon. Pas ici, tout le monde bosse, travaille. Très bien. Monsieur le Président, vous avez encore des chantiers. Je veux parler de Soudon parce que ça impacte les gens qui descendent à Fort-de-France en sortant du Gaumont ou de Trinité. Soudon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un effondrement. J'étais sur le terrain il y a un mois pour accélérer le travail avec David Zobda, qui est maire de Lamantin, mais aussi conseiller exécutif. C'est un effondrement. Il y avait déjà eu ça il y a quelque temps.
Bon, il y a quelques réparations, mais je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Notre objectif, c'était de rétablir très 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 vite la circulation. Mais c'est un vrai en catastrophe, parce qu'on a fait un signe là quoi, parce que pas une pièce l'auto, on est parti là, un moment là, on aurait eu une catastrophe humaine là. Donc on est dessus vraiment, on est dessus. On est un petit peu, pas un petit peu, on est très ralenti par les événements. Bien sûr. Ça va recommencer. On a bon espoir de livrer dans le timing qu'on avait indiqué, c'est-à-dire au début de l'année prochaine. Mais c'est un effondrement. On a fait plusieurs hypothèses que nous avons remplacé pont par remplacer pont. La chance qu'on a, c'est qu'on a un ingénieur de qualité dans l'équipe qui s'appelle le Dona, mais on a aussi nos services techniques. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont compétents. Oui. Et donc on fait tout pour établir. Donc on demande, c'est une catastrophe quoi, parce que bon, il faut vraiment informer la population de l'avancement du chantier. Il y a des difficultés pendant un petit moment encore. Est-ce que par rapport à ça, vous avez demandé à vos équipes de faire des relevés, de vérifier les infrastructures? Oui, on a demandé ça. Pour ne pas être surpris comme ça, des fois. Oui, on a demandé ça, mais que vous le vouliez ou non, ils sont en train de le faire. Ils m'ont signalé d'ailleurs 2 ou 3 ouvrages qui sont soit dangereux, pas sous la structure de l'ouvrage, mais aussi dangereux parce qu'il y a un rapetissement, notamment du côté de Rivière-Pilote. Vous avez plusieurs ponts du côté de Josso qui sont en très mauvais état. On a fait un peu l'inventaire pour voir qui c'est qui est plus dangereux. Du côté de Saint-Pierre, on travaille beaucoup aussi en allant vers le Prêcheur. On est sous surveillance en permanence. D'accord. Alors, pendant que nous parlons de route, est-ce que ce désengorgement qui devait se faire de la brasserie Lorraine pour aller vers l'aéroport, enfin, est-ce que vous avez remis ce chantier-là en route ou bien les études? C'était un projet que vous aviez de votre ancienne mandature? On était très avancé. Malheureusement, ça a été arrêté pendant 5 ans. Ils ont mis ça à côté. À mon avis, c'est une grave erreur parce que ça, à mon avis, ils avaient suffisamment de moyens financiers pour réaliser cette opération-là. En plus, il y avait une part de fonds européens qui finançaient l'opération. Pour être très précis, c'est Carrère, Brasserie-Lorraine. C'est-à-dire, joli jour, leur sortie Trinité, vous pouvez descendre, vous voyez Brasserie-Lorraine, et puis vous pouvez virer par la droite vers Montgroville-Saint, et vous pouvez aller vers l'Aventin pour virer à gauche pour aller dans le sud. En Bataclan, quoi. Bon, c'est pas bon, hein, ça fait perdre du temps. Donc on avait imaginé une route qui sort de Brasserie-Lorraine qui tombe directement à Carrère. Et l'autre rive Carrère, on peut aller dans le sud. Comme ça, on délaisse le côté de l'aéroport. Tout ça, quoi. Ouais. C'est un ouvrage économique, ça fait gagner du fric, de l'argent, parce qu'il faut faire ce calcul économique. On avait fait des calculs économiques qui nous disaient que le temps gagné, parce que le calcul économique, c'est le temps, mais gagné sur la circulation, sur le transport, était assez extraordinaire. Et donc, ce chantier a été arrêté, mais, malheureusement. Et donc, on l'a recommencé. On est très avancé. On a déjà eu la réunion avec le propriétaire du terrain. Et je pense qu'on est assez d'accord. Je ferai un point final. Et puis, on a travaillé sur le gabarit, retravaillé sur le gabarit. On est pratiquement en train d'avancer sur l'adaptation du premier projet par rapport au second, parce que le profil a changé. Et puis, deuxièmement, sur le fait de trouver aussi des solutions parce qu'on avait besoin pour d'autres, le transport, les cyclistes, etc. Il faut absolument commencer à l'aménager. Donc ça prendra un petit peu de temps pour répondre à ces demandes-là sur route de la Martinique. On n'en a pas répondu. On a fait des routes pour les voitures, pas pour les motos, pas pour les vélos. Donc il faut absolument donner un exemple là qu'on peut améliorer. Et puis partir après sur le sud, notamment où je veux absolument gagner le combat. Je ne sais pas si je vais gagner, mais j'essaye d'une piste cyclable qui monte et qui descend le long du sud. Il y a souvent des accidents mortels. Des accidents mortels de cyclistes. Ça va faire plaisir à Alfred Desfontis de vous entendre dire ça ce matin. Mais Monsieur le Président, on a fait beaucoup de ronds-points, ce qui embête beaucoup les Quimboisiens, pas les 4 croisants qu'on pourrait faire pour désengorger un petit peu. Mais est-ce que, il me semble que, puisqu'on parle du sud, du COS en allant vers la prison ou l'autre, plus loin, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des infrastructures pour passer au-dessus? Enfin, bon, oui, c'est prévu. Il y a plusieurs ouvrages actuellement en étude. Il y a Montgroville-Saint. Alors ça, c'est l'ancienne équipe, je veux rester très honnête, qui a mis en œuvre ce projet-là. Honnêtement, je n'aurais pas donné une priorité à ça. Hein. J'aurais donné une priorité à Carrère ou à Brasserie-Lorraine. Bon. Mais bon, c'est là, comme c'est très avancé et c'est bien financé, je pense qu'on fera.
cet ouvrage-là qui va mettre en dénivellation. Parce que quand on sortit Brasile-Lorraine, on aller vers Montgobulsin, il y a toujours un embouteillage là. Donc on va mettre à niveau. Et puis on a aussi Champigny, qui est du côté du Cos. Là, c'est assez facile parce qu'il y a en pente, donc on est capable de passer en bail et puis tourner en laï. Donc ça aussi, c'est mis à l'étude, ça avance très très vite. Et on a surtout deux ouvrages importants, mais ça c'est pour l'avenir. C'est la desserte de la zone d'activité dans la liaison Jean-Bête, c'est-à-dire l'usine d'incinération, jusqu'à Ducos. Ah oui. Ouais, on travaille dessus avec David Zobda, parce que c'est l'inventeur de France, c'est Didier Laguerre, pour voir comment on peut dédoubler l'autoroute par une voie interne à la zone d'activité qui puisse sécuriser la zone d'activité, parce que les zones d'activité cumulées ne sont pas sécurisées, incendie, comme ça. Tout à fait. Ah oui, et donc on essaie de voir, on étudie cette traversée-là pour améliorer. En même temps, ça peut être aussi un lieu de transit. Quand on ne peut pas aller sur l'autoroute, on peut aller de ce côté-là. C'est ça. Et puis vous avez une route, que j'ai dans mon cœur, je me permets de dire ça depuis longtemps, c'est la Grande Rocade. Il y a deux. Il y a la Grande Rocade, c'est-à-dire la liaison entre, mettons, Brasile-Lorraine, en allant vers le Robert et Schellcher. Oui. C'est un projet porté par les aînés. Césaire, Aliquer, Dancière. Il me semble que Émile Maurice en avait parlé aussi au département. Et porté par les aînés, on a la rocade, la petite rocade de Fort-de-France, et puis on a une grande rocade de l'autre côté. C'est un projet, j'y tiens énormément. Et puis, dernière chose, c'est bien sûr arriver à Sainte-Marie avec 2 fois 2 voies partout. Si on réussit ça, on pourrait vraiment amplifier l'attractivité de Sainte-Marie, donc le Nord et le Robert, puisqu'on a prévu un port au Robert. Oui. On travaille sur la construction du port au Robert pour avoir un deuxième port de cabotage vers la Caraïbe. On est vraiment sur une stratégie infrastructurelle qui pourrait accompagner une stratégie économique. Parce que si vous n'avez pas des infrastructures numériques, réseau, voirie, transport, et vous voulez faire de l'économie, vous perdez votre temps. Tout le monde a un embouteillage toute la journée. Bien sûr. Pas bon, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, pardon. Vous avez fait vraiment déjà bien avancé dans tout ce que vous avez dit, dans tout ce que vous venez de dire, pardon. L'école, Monsieur le Président, avec cette catastrophe encore de pandémie qui continue, il y a eu quand même une rentrée, mais là, avec cette pandémie-là, l'école, enfin, avec ce qui s'est passé dernièrement, les écoliers ont souffert. Je veux pas dire le monsieur qui a dit Lamartine qui va souffrir, c'est pas ça. Mais sur l'école, est-ce que vous pouvez faire un point? Dites pas de mal de lui, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On l'a déjà reçu aussi, c'est bien que c'est sympathique. Pour les écoles, vous pouvez faire un point sur ça? Oui, depuis 2 ans, les enfants souffrent. Oui. Les étudiants, écoliers, lycéens, collégiens, il y a une vraie souffrance. Avec la distanciation, qui a de bons côtés, mais il y a aussi de mauvais côtés. On a vraiment une situation que, collectivement, on essaie de gérer au mieux. On a réussi à faire une rentrée scolaire acceptable cette année, à tout niveau. Ça n'a pas été facile pour nous, parce qu'en plus que ça, il y avait beaucoup de problématiques de travaux dans beaucoup de lycées. Avec la nouvelle vague qui arrive là, vous avez vu que le Premier ministre a annoncé des mesures de distanciation, y compris pour les enfants. Oui. Porter des masques plus jeunes, plus tôt, etc. On est franchement face à un phénomène qui s'appelle le coronavirus, qui est multiforme. Un jour, il y a Omicron, un jour, il y a Delta. Et c'est aussi barbare, ça fuit, ça vient, c'est un truc qui tue des millions de personnes, plus de 100 000 morts en France, ici, près de 750 morts, 720 exactement. C'est à l'hôpital. Parce qu'il y a aussi ceux qui mettent chez eux qui sont pas comptabilisés. Les spécialistes disent qu'il y en a autant, ou peut-être 1 millier au total à l'hôpital. Ouais. Mais ça montre bien qu'on est face à quelque chose de compliqué. Et aller prendre la bonne mesure systématiquement, c'est toujours un défi, quoi. C'est pas aussi simple que ça. Donc nous nous organisons. Je pense que là, il faut féliciter les enseignants, parce que j'entends quelquefois quelques enseignants qui enseignent à distance. Vraiment, il faut les féliciter. Il y a une passion dans la voix, dans la tenue, dans les propos. Et puis, féliciter les enfants qui s'accrochent avec les parents, la maman à côté, le papa à côté, qui aident leurs enfants, malgré la distanciation, à garder le larel de l'école, quoi. Oui, le Premier ministre parle d'ailleurs
probablement de vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Il attend une décision, je crois, du comité scientifique. Oui, il y a un aspect purement scientifique dans ça, puis il y a d'autres aspects qui vont apparaître tout de suite, parce que vous savez, la vaccination, c'est un débat. Bien sûr. Sociétal, éthique, personnel, etc., lié aux libertés, ou les libertés d'une manière générale. Donc, ça, c'est une décision. Pour l'instant, c'est pas obligatoire. Premièrement. Deuxièmement, ce sont que les enfants qui sont en situation difficile. Obésité, qui ont d'autres maladies, qui peuvent pas. Donc, c'est l'orientation qui est prise. Pour les enfants de moins de 12 ans, c'est-à-dire entre 6 et 12 ans de mémoire. Mais c'est une décision quand même difficile, quoi. Pour le gouvernement et pour les familles et pour les enfants. D'accord. Les grands contrats, est-ce que vous pouvez en dire deux mots sur les grands contrats Alors, nous préparons plusieurs sujets. Je donne quelques exemples. L'eau, il faut qu'on trouve une solution intelligente, puissante et forte pour que la Martinique soit un super exemple. Bon. Et ça, on en a parlé. Oui. À mon avis, il faut 250 à 300 millions d'euros d'investissement. L'assainissement. L'Europe peut y prendre part oui, sur ces 250 millions. On a une part de l'Europe, une part des fonds États. D'ailleurs, dans le mouvement que nous avons, il y a une grosse revendication sur l'eau, donc on va mettre dessus. Parce que le prix de l'eau, parce qu'on a la vie chère, il y a une thématique vie chère dans les ateliers qu'on a. Bien sûr. Et dans cette vie chère, si on peut parler rapidement de ça, il y a la question de l'eau. Il y a aussi un contrat que nous préparons à co-signer avec les agriculteurs, les producteurs sur la puissance de la diversification locale. Nick Esmond y travaille beaucoup parce qu'il faut aller vers l'autonomie alimentaire. Nous travaillons aussi sur la production interne pour nous-mêmes, mais aussi l'exportation, parce que si on veut arriver à des prix compatibles, il nous faut absolument aller exporter. Donc, j'espère pouvoir signer 1 ou 2 contrats avec des régions de France pour accueillir nos produits locaux. Donc, le premier contrat qui a essayé de signer, c'est puis la région Île-de-France. Il y a Valérie Pécresse. Ah ouais, mais actuellement, une candidate, comment ça va passer mais nous avons un avantage quand même si nous n'avons pas de ministre martiniquais. Mais bon, il y a un avantage. Il y a un Guadeloupéen qui est très proche d'elle, qui est vice-président. Oui, on travaille beaucoup avec lui. Mais ce qui m'intéresse, dans les 12 millions, c'est les quelques, peut-être 4-5 millions d'Antillais, d'Africains, d'Arabes, des personnes qui ont la même culture culinaire que nous. Donc, si Maurice Yvonne et la diversification là-bas aussi, en plus de la production locale, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est l'autonomie alimentaire, et ça me permet d'avoir des prix de production qui soient compatibles avec la concurrence que nous connaissons aujourd'hui. Bon. Ouais. Et puis, avec l'État, nous négocions depuis 3 mois un contrat de partenariat sur la transformation de la Martinique sur plusieurs sujets. Ça va, je prends l'exemple. Lorsqu'on fera notre conservatoire de musique, il ne faut pas que ce soit un conservatoire avec que Chopin, quoi. Donc il faut avoir un agrément. Je n'ai rien contre Chopin. Non. Comme nous sommes musiciens. Il faut que nous ayons une tradition, Begin, Mazouka, enfin la tradition. Donc il faut qu'on ait un conservatoire labellisé avec un format qui nous permette de garder notre identité. Pour prendre un exemple précis. Ouais. Nous voulons relancer la politique du logement. Les travaux que nous avons menés nous montrent qu'on aura peut-être un volume de mise en chantier de 1400 logements l'année prochaine, si on travaille bien. Cette année, c'était 300. D'accord. Bon, un chiffre. Oui, bien sûr. Et relancer la réhabilitation. Donc, on veut signer un contrat de partenariat avec l'État sur Martinique Terre d'Industrie, sur la question du tourisme, sur la question de la biodiversité, le laboratoire de pharmacopée que nous voulons faire à Mangoville-Saint pour exploiter notre richesse de pharmacopée. C'est ça. Le numérique qui est essentiel avec Alexandre Mondado qui fait partie de l'équipe. Est-ce qu'on va réussir à mettre des outils très importants, il y en a déjà qui existent pour permettre de rentrer vraiment dans le 3e millénaire numérique et que la Martinique puisse diffuser partout. C'est important, la question de transport maritime. Donc on a 2 ou 3 grands chantiers à l'intérieur du contrat de partenariat que nous voulons signer avant la fin de l'année, si c'est possible, au début de l'année prochaine. Alors si je réussis, là on aura les cadres. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de faire des projets, mais de les financer. Oui. Et puis de les réaliser. On aura les cadres pour pouvoir booster ces projets-là. Alors, quand vous étiez maire de Fort-de-France, je vous ai entendu dire, à l'époque, vous faisiez la démocratie participative qu'on pouvait couvrir avec Zouk Télévision. Je vous ai entendu dire à l'époque, tout le monde ne pourra plus avoir de villas avec 2 piscines. La Martinique n'est pas extensible. Il faut construire en hauteur. Donc, vous disiez ça peut-être pour Fort-de-France, mais est-ce que ça s'appliquera
à la Martinique, parce qu'il faut conserver des terres agricoles. Oui, mais pour moi, c'est une évidence à la fois technique et une obligation en termes d'équilibre écologique. On ne peut pas se permettre de dilapider les terres agricoles comme ça. Moi, chacun dans les Kaili, mais on ne peut pas se permettre. Donc il faut qu'on prenne conscience, y compris moi-même, hein, et compris toi, et qu'on prenne conscience de ça et qu'on essaie de trouver des formules de vie qui nous rassemblent dans les quartiers ruraux qui existent déjà, qui nous rassemblent, je pense au Gaumont qu'on a dit ça, et qui nous, et qui nous rassemblent dans les quartiers urbains comme Fort-de-France ou Saint-Pierre, et les densifier. Et donc à ce titre-là, je suis disposé à travailler sur les contrats de partenariat avec les communes. Les contrats de partenariat que je souhaite faire avec les communes, c'est des contrats de partenariat ciblés sur les orientations de mutation économique que nous voulons faire. On ne va pas donner des subventions pour donner des subventions. Si on pas d'orientation, ça ne va pas. Et donc on est pour ça, pour densifier. Je vais prendre un exemple très précis. C'est Fort-de-France. Oui. Fort-de-France comptait 13 000 habitants en 1960. Je parle du centre-ville. Hein. D'accord. Le centre, Terre-Saint-Ville et puis cœur de ville. Et aujourd'hui, il y a 3 500. Ça veut dire qu'il tenait un potentiel, sans monter trop haut, de 13 000 habitants, il descend à 3 500. Donc il y a en marge de 10 000 habitants. C'est ça. Bon. Si nous travaillons pour structurer l'épanelage, les hauteurs, on peut monter à 20 000 habitants à centre-ville. C'est très facile. Un autre élément très important, c'est la conditionnalité des aides. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule de financement de subventions? Fonds européens, plan de relance, PIA, c'est-à-dire plan d'investissement d'avenir, etc. Vous avez plein de panels et depuis 20 ans, on a eu du mal à aller au-delà des fonds structurels. Vous avez les fonds structurels, FSE, FEDER, tout ça, FEOGA et FEADER, et puis vous avez aussi des fonds qui ne sont pas des fonds structurels qu'il faut aller chercher. Mais on donne des aides sans conditionnalité. C'est-à-dire on peut donner à quelqu'un 300 000 euros, 500 000 euros, 800 000 euros, sans dire... Si nous avons la renta, premièrement, il faut être dans la ligne du développement durable qu'on souhaite, et deuxièmement, il faut créer de l'emploi. Et engagez-vous à créer même 2, 3, 4, 5, 10 emplois par milliers d'euros. Il faut faire un calcul. Il n'y a pas ça. Hein. Au contrat de financement, je dis oui, ok, pour aider, parce qu'il faut aider, mais il faut des conditions. Dans ce cadre-là, il faut prendre des apprentis. Il faut prendre des gens en alternance. Il faut prendre des jeunes qui sont... Parce qu'aujourd'hui, le chômage des jeunes qui s'exprime aujourd'hui fortement dans la rue, on ne peut pas simplement que contempler le fait qu'il y ait du chômage. Il faut trouver des solutions. Et les acteurs économiques doivent s'impliquer dans la création d'activités et l'accompagnement des gens. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je souhaite mettre des conditionnalités à l'accès aux subventions. Ça va faire du bruit, je sais, mais je tenais à dire ça ici. Mais c'est un petit peu comme quand l'État donne des aides pour la rentrée scolaire. Bon... Pardon de choquer peut-être certaines personnes, mais il semblerait, par exemple, que des fois, au lieu d'acheter ce qu'il faut pour les gamins qu'ils aillent à l'école, on achète des écrans plats. Donc, on connaît des données. Non, mais c'est peut-être une boutade, mais en fait, tout ça pour expliquer ça, c'est une expression d'un ministre, je crois, qui a sorti ça. Et c'est pas parce qu'il y a une dérive en foi que toutes les mères de famille sont aussi responsables. Mais pour bien expliquer que ce que vous disiez là, vous donnez des aides, mais à condition que telle et telle chose soit respectée. Il faut participer à la réduction de la précarité. Et quand je vous entends parler des aides de l'Europe, cela, vous êtes président de RUP pour une année, c'est ça, président? Oui, c'est ça. Pour une année. Est-ce que vous allez remettre un bureau à Bruxelles pour faire du lobbying, pour vous permettre d'avoir un maximum de fric, voilà quoi. J'explique, c'est pas Serge Letchimy qui était candidat pour être président des RUP, hein, c'est le tour de la Martinique. Oui, c'est ça. En fait, c'est la Martinique qui préside. C'est pas moi. Nous sommes 370 000 à présider et je représente le pays, quoi. C'est tout. C'est le tour de la Martinique, c'était les Açores l'an dernier. Et c'est tout nous qui arrivait, bon, donc j'assume. Bon. Et c'est une responsabilité très importante. Oui, c'est région ultra-périphérique. Périphérique, c'est 4,8 millions d'habitants, pour information, avec les Açores, Madère, les Canaries, Martinique, Guadeloupe, Réunion, etc. Et donc, c'est une responsabilité très lourde, d'autant plus que c'est la France qui préside aussi l'UE, l'Union européenne. Donc la France préside l'UE, et moi, je vais présider les RUP. Ce qui fait que, enfin, pas moi, la Martinique a présidé le RUP. Donc il faut absolument trouver le moyen de, entre guillemets, de profiter au maximum, non pas d'argent, mais d'adaptation des dispositifs. D'accord. Ça vous fait du boulot encore. Mais est-ce que ce bureau va être à nouveau... Je vais réouvrir le bureau parce qu'il était fermé. Encore, bon. Et pas de commentaires, pas de cancan.
Parce que, en fait, si vous n'êtes pas au cœur de Bruxelles, pas loin de la commission. Oui, c'est là où ça se passe. Et puis le Parlement du côté de la France, Strasbourg. Si vous n'êtes pas là, vous ne profitez pas de quoi que ce soit. Vous allez avoir des fonds qu'on vous donne. Donc, au cas point, c'est bon, là, terminé. Mais on n'a pas ce qu'on appelle, un terme technique, mais je n'ai pas d'autre, de l'ingénierie du développement. Vous ne pensez pas le développement. On pense le développement pour vous, et puis on doit exécuter. Donc, on est 360 000 exécutants. Je ne veux pas supporter ça. Donc, il faut absolument que l'ingénierie du développement soit conçue. Et il y a une jeune femme qui est aujourd'hui en France parce qu'elle ne pourrait pas aller à Bruxelles à cause du coronavirus. Elle va y être. On a une petite équipe qu'on va mettre en place pour pouvoir relancer la machine de la négociation à Bruxelles. Alors, vous parlez de l'État, Monsieur le Président, mais dernièrement, Monsieur le ministre Lecornu, avant de venir en Martinique, a lâché une bombe en disant que est-ce que vous ne voulez pas l'autonomie? Enfin, c'est pas comme ça qu'il a dit, hein, mais bon, c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'était diversion? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est une demande des élus antillais? Il ne m'a pas sorti ça. Parce que vous savez que le Parti progressiste martiniquais est un parti autonomiste. Oui. Donc on sait ce qu'on veut. Quand on parle d'autonomie, on sait. Voilà, moi, je trouvais ça mal placé là. Mais nous continuons à nous battre. Je suis dans une équipe plurielle. C'est-à-dire, Eugénie Dulis, on a des camarades qui sont dans une logique. On n'a pas fait de campagne sur l'autonomie. Ce serait pas honnête de ma part de dire que dans le dos des copains, je vais dans ce sens tout de suite. Non, tous les camarades savent que je lutte pour ça, et tout ce que je fais comme acte de développement et de mutation du développement de la Martinique, c'est dans le sens de maximum d'autonomie, autonomie alimentaire, autonomie intellectuelle, autonomie liée à la biodiversité, au transport, droit d'initiative locale, etc. Donc, mais pour moi, c'était pas le moment. On est en train de voir des gens mourir dans les hôpitaux, c'est pas ce cadre-là. Donc, il ne m'a jamais sorti ça. Bon, d'accord. Et c'est très clairement, on a discuté de ça à son arrivée. Voilà mes conditions. Voilà ce que le peuple, les problématiques que nous avons. Et il faut qu'on ait un dialogue respectueux vis-à-vis des élus de Martiniquais, vis-à-vis du peuple martiniquais. Je pense que globalement, il a tenu compte de ce que je lui ai demandé, c'était mes exigences. Parce que l'autonomie que vous souhaitez avoir, c'est une autonomie adaptée qui vous permette de ne pas perdre les acquis. En fait, j'ai vu que certains partis politiques, notamment des personnes qui sont dans le retour permanent, et tout de suite sauter en disant il faut un débat sur le statut. Voilà. Mais ça m'a paru étrange parce que pendant 5 ans, ils n'ont pas parlé de ça. Hein. Mais non, mais c'est pour ça que je dis c'est des précipitateurs, quoi. Ils font de la magie, quoi. Bon, ils n'ont jamais parlé de ça pendant 5 ans. Et brusquement, il faut monter ce truc-là. Non, je pense que le débat va se poser à un moment donné. Il faut d'abord traiter la question sanitaire. Et nous nous battons. D'ailleurs, dans le contrat cadre partenarial que je signe avec l'État, il y a tout un volet de la loi 4DS, on appelle comme ça la loi décentralisation, déconcentration, qui sera en débat au Parlement. Josette Manet va porter toute une série d'amendements nous permettant d'avoir le maximum d'initiatives. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, en 2010, les Martiniquais n'ont pas accepté le 74, hein, à un niveau très élevé, c'est 73% de mémoire. Oui. Donc on a une population dont il faut tenir compte. Mais moi, je suis, enfin, en ce qui nous concerne, nous sommes pour une autonomie qui conjugue le droit à l'égalité, les droits conquis en 1946. Ça, c'est très important. Je n'ai entendu que ça toute ma jeunesse, toute ma vie, avec Césaire, et tout en instaurant le droit à la différence. Les deux, le droit à l'égalité et le droit à la différence, doivent être compatibles. Aujourd'hui, la France ne comprend pas ça. Donc, si jamais vous voulez être autonome, il faut aller dans le 74, à ce moment, vous avez une rupture d'égalité, de droit. Et il faut négocier plein de choses que je ne vais pas citer ici pour ne pas effrayer les gens. Donc, nous sommes plutôt dans une stratégie d'avoir un article qui respecte ces deux, droit à l'égalité, droit à la différence. C'est pas en basculant de 74 qu'on va trouver des solutions, mais personnellement, si le peuple suit le 74, pourquoi pas. Mais avec le 73, avec des habilitations, ça vous donne l'occasion de pouvoir faire un certain nombre de choses. Je l'ai obtenu, mais c'est pas la bonne voie, parce que si on fait pas vivre un pays morceau d'habilitation par morceau d'habilitation. Donc j'ai obtenu plusieurs habilitations. Martinique Transport, c'est pas moi, c'est nous, l'équipe que je dirigeais à la région. L'IMMPA, c'est nous, sur la formation professionnelle. L'interdiction de mettre des
ferme photovoltaïque sur le terre agricole, c'est nous. La réglementation thermique des bâtiments, c'est nous. Donc on a déjà fait des lois qu'on appelle des lois Martinique qui s'appliquent. Hein. Bon. Et nous allons continuer, puisque nous voulons faire une loi sur l'autorité unique de l'eau, on le fera. On veut absolument travailler sur le cadrage de l'enseignement pour que notre histoire, notre identité, notre culture soient intégrées dans le cursus scolaire. Ça demande une habilitation. Alors, certaines personnes disent qu'avec des habilitations, vous auriez pu changer la loi concernant la grève qui se passe en ce moment là, pour les soignants. Est-ce que c'est de votre ressort, ça? Non, il faut simplement excuser les personnes qui ont écrit ça. Je pense qu'il y a un manque de connaissances juridiques des textes et des possibilités institutionnelles. Donc il faut pardonner. C'est des débats comme ça qu'il y a. Bon, il y a des erreurs d'analyse. Je considère que c'est une erreur d'analyse en dehors des gens qui font des fakes volontairement pour nuire. Bon. Et Justin Daniel a très bien répondu. Vous ne pouvez avoir des habilitations que sur vos compétences et pas sur les compétences de l'État. Donc si on me demande de demander une habilitation sur la santé, c'est comme si on me demandait de me demander une habilitation sur la monnaie, sur la justice. C'est impossible. L'État va jamais accorder ça. Et puis de droit, c'est pas possible. Et par contre, il faut prendre des initiatives locales et on n'attend pas qu'il y ait une loi qui autorise pour prendre des initiatives locales, ce que nous avons toujours fait. Et le fait d'avoir déployé une espèce de maillage en politique de santé locale, c'est une initiative locale qui s'appelle Tchambenoula. Oui, justement. Et qui, à mon avis, joue un rôle extrêmement important en Martinique. Alors, j'ai vu que vous avez signé avec plusieurs autres communes. Finalement, presque tout le territoire sera impacté par ça. J'ai appris, oui, on a déjà une vingtaine de communes, et 18 ou 17. Et là, j'ai appris, j'ai regardé la liste des communes qui vont signer. On aura, je pense, 34 communes qui vont signer ça. Parce que ça donne une vraie force de frappe, demandée d'ailleurs par les syndicats, sur le terrain. Parce qu'on a eu un raisonnement que hôpital. Et on traite tout parce que mon arrive à l'hôpital. Mais qu'il y ait pris en charge, accompagner, anticiper. Parce que vous avez plusieurs catégories. Vous avez les gens qu'il faut anticiper, soigner, les inciter à prendre soin d'eux. Mais des fois, vous avez dans la famille 3 personnes qui ont été un seul monde, c'est un grand homme, 94 ans. Je connais ce cas-là. Je connais des cas où le père, c'est le seul qui avait un salaire. Il y a 3 ou 4 enfants et la mère toute seule se retrouve avec le père décédé. Il fallait prendre en charge. Donc, il y a un accompagnement social. Il y a un porté à manger. Il y a aussi l'accompagnement psychologique. Il y a aussi des oxymètres pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Nous en avons reçu pas mal qu'on distribue dans les quartiers de Martinique. Et il y a la proximité du médecin, faire travailler les réseaux de médecins, de laboratoires pour accueillir les gens, pour aller vers des personnes âgées, etc. Donc ce travail-là considérable, d'ailleurs ça a été cité à plusieurs reprises dans plusieurs discours, de dire que ce dispositif qui n'existait pas du tout, nous l'avons créé sur place. Et on ne s'est pas substitué à l'hôpital ni à qui que ce soit. On est venu donner ce coup de main. J'ai entendu aussi que vous avez participé à plusieurs réunions en préfecture. Au départ, vous étiez écarté, semble-t-il. C'était l'ARS et le préfet. Et à la demande de beaucoup de personnes, et à votre demande, bien sûr, vous avez donc participé à ces réunions. Est-ce que le combat était dur pour appliquer vos méthodes? J'ai envie de dire ce que vous venez de dire là, ça me paraît tellement essentiel, mais pourquoi vous étiez écarté au départ? Je m'étais écarté pour une raison très simple. Pas assez rien. Cadiz, je gère quelque chose de manière très transparente. Je n'ai pas apprécié du tout l'attitude du représentant local. Préfet, il m'a pas tiré personne, et le peuple a élu moi, pas pour être tiré personne. Bon. Donc le préfet a fait sa faille. Et je respecte le cadre de l'État. Je suis dans une république de droit que je respecte, mais pas pour moi pour un tiers. Donc le fait de faire des réunions après avoir annoncé déjà tout ce qu'on a fait, c'est pas la bonne faire réunion. On m'a dit, pas bien dans ces réunions, t'as encore pièce. Bon. Donc il a corrigé ça. Ou quand annonce en bas, il m'a dit, ou quand réunit tous les élus, il m'a semblé quelqu'un, quoi. Ça m'a dit, bon. Donc, j'ai dit non. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu ça, quelqu'un. C'est un créole, le quelqu'un. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit clair d'arrêter. Donc, il a changé sa méthode. Ça va bien maintenant. Il fait des réunions. Et après la réunion, quand on prend une décision, ou l'État. Mais même, on peut prendre une décision, bon. Donc, on a réglé ce problème-là. Et on a recommencé à travailler. Et on a vraiment amplifié nos travaux. D'ailleurs, et le mouvement que nous avons connu, et que nous connaissons, que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que j'ai tenu à, vraiment dans le respect de l'intersyndical, dialoguer avec l'intersyndical, et nous avons réussi
à les ramener dans une réunion à la CTM. Et ensuite, on a convenu des possibilités avec une stratégie que les élus devraient arrêter. Les élus se sont réunis, et vous vous rappelez, dans le cadre le conseil territorial, et tous les maires, les parlementaires, mais aussi les représentants de la CTM, tous les élus réunis dans ce conseil territorial ont voté à l'unanimité une stratégie martiniquaise de sortie de crise. Très importante, très très importante. Et c'est ça qui nous a servi de guide par la suite et qui nous a permis de commencer les discussions, les négociations avec l'État et les représentants syndicats à 3 fois 8 heures et qui a permis de signer un accord de méthode et engageant le dialogue que nous avons aujourd'hui sur 7 ateliers, l'atelier vie chère, l'atelier transport, l'atelier chlordécone, l'atelier jeunes, l'atelier santé, l'atelier culture, etc. Et ces travaux-là devraient nous permettre à la fois de trouver des solutions parce qu'il y a un vrai problème. Quand je prends l'exemple chlordécone, c'est une blessure. Il faut rentrer dans la réparation. Quand j'en passe la vie chère, ça devient un scandale. Ça devient un gros scandale. Et c'était déjà un gros scandale. En 2009, 10 ans mais oui, plus tard, mais on a l'impression qu'on n'a pas tiré des leçons. C'est pas normal qu'on ait un prix du gaz qui passe de 19 € à 32 € en un an. Mais c'est quoi ça va? Oui, c'est pétrole berrin. Mais non. Il faut chercher la cause. Donc on a déjà quelques petites réponses, les 100 € pour donner, mais c'est one shot, en fois. Donc il faut absolument trouver la solution durable d'un prix de gaz réduit. Quant à la vie chère, moi je parle franchement. Hein. Moi j'ai le sentiment qu'en 2029, on a fait une liste des 100 produits pour baisser les prix, mais il y en a qui se rattrapent sur les prix du mix à bébé, des couches, etc. Ils se rattrapent. Oui. Et j'ai fait comparer des prix et quelques produits. Écoutez 2 € là, du mix à bébé ou autre, 9 €. Ici, hein 9,60 €. 9,60 € ici, et 2 € là-bas. Donc on va dire les frais, etc. Non, ça devient inacceptable. Bon, donc il faut travailler là-dessus pour qu'on puisse trouver des solutions. Et puis il y a bien sûr le fait d'avoir enclenché une désescalade, ça ne veut pas dire qu'on nie les revendications des intersyndicales, c'est simplement la volonté de construire. Bon, démolir tout ça, c'est pas la solution. Surtout, on se démolit entre nous, entre Martiniquais. On a un problème de passe sanitaire qui est national, mais on s'entretue entre nous, c'est pas bien. Il vaut mieux que chacun respecte la position de l'autre, et on connaît mes positions que je ne vais pas rappeler une énième fois, mais il faut qu'on avance parce qu'on a des dates butoirs pour assurer la continuité des soins aux hôpitaux. Il faut que dans le respect des hôpitaux, des soignants et dans le respect du dialogue social, qu'on apaise tout le monde. Qu'on ne cherche pas à faire du goubois, pas de raison, etc. Donc on apaise tout le monde et qu'on trouve les voies de dialogue et chacun et aussi voit ses possibilités et ses propres limites. Voilà le cadre dans lequel je fonctionne. Ce conseil territorial, c'est un petit peu le congrès. Non, c'est pas pareil, parce que il y a des gens qui ont dit qu'il faut réunir le congrès. Bon, le congrès, c'est une institution de rassemblement avant du département de la région. Maintenant, on peut faire un congrès parce que c'est la CTM, mais entre élus. Ce sont les élus entre eux, avec les parlementaires, avec les maires, des trucs comme ça. Et là, c'est très formel pour une revendication institutionnelle. Si on me demande de réunir le congrès pour demander l'indépendance ou l'autonomie, c'est un peu ce que j'ai compris. Pas pour ça, mais en fait, un congrès et débat de choses thématiques, ça peut débattre de la santé, mais ça ne débat pas que de ça. Ça dépend de nos cadres aussi. Je le dis. Je veux absolument respecter les Martiniquais et je ne veux pas aller faire une revendication dans leur dos. Si je fais une revendication comme ça, je mettrai en jeu mon mandat pour dire que je veux aller dans ce sens-là. Le peuple, est-ce que vous acceptez oui ou non? À ce moment-là, certains partenaires me disent tu m'en payes pour mon corps parce qu'on parlait de ça. Ouais. J'assumerai. On ne peut pas couillonner une population comme ça. Mais le comité territorial, ça a donné tout ce dont vous venez de parler. Mais il me semble que le Grand Assemblée a refusé d'y siéger, c'est ça? Oui, mais vous savez, c'est toujours la même chose. Ce sont des personnes qui pensent qu'ils sont au pouvoir toujours et qui décident. Et il faut qu'ils trouvent le moyen pour vous contraindre. Le président Salibert a fait un choix parce que c'est la représentation de l'Assemblée. Il a fait le choix de dire, ce sont les vice-présidents qui participent et un représentant
c'est-à-dire le chef de file de chaque groupe. Bon, et c'est valable pour le groupe de Mme Conconne, c'est valable pour le groupe de Jean-Philippe Nilor, c'est valable pour le groupe de Marie-Sainte, et c'est valable pour notre groupe. Oui. On n'a pas fait de différenciation. Celui qui nous représentait, c'était Éconville, il n'y avait personne d'autre. Mais eux, ils ont décidé et décrété d'être présents en nombre. En nombre. Bon, on ne peut pas se permettre d'être antidémocrate comme ça. Donc, Salibert est resté ferme, et bien sûr, le cancan propagandiste part, parce que c'est le sport contemporain. Alors, justement, vous parlez du président Salibert, que je n'ai pas encore eu l'occasion de recevoir ici, ce sera bientôt, mais je vous vois souvent ensemble, vous vous entendez bien, ça se passe bien. À Lucien Salibert, j'allais dire, je le taquine tout le temps sur le football, parce qu'on était footballeurs ensemble. Je jouais à Goudla qui jouait à la Saint-Saint-Pierre, mais bon, il n'était pas très à l'aise quand j'étais en face de lui. Moi, c'est une plaisanterie. Il était très bon footballeur. Mais c'est à la fois un pain doux, c'est un garçon hyper gentil, très sympa, très convivial, toujours souriant. Il y a toujours un sourire. Bon. Et en même temps, c'est un type extrêmement rigoureux. Ancien banquier, hein? Ah oui, mais rigoureux, mais ferme, quoi. Et il est très démocrate, contrairement à ceux qu'on veut laisser entendre, qui ne donnent pas la parole. C'est faux, il cabore la parole. Mais il faut cadrer. Les Martiniquais sont fatigués de rester 3 jours devant leur télévision, en tac. Il faut cadrer. Ceux qui vous spètent, ils ont des gens qui ont été au Parlement. Le Parlement, vous avez 2 minutes, il faut couper le micro en l'air. Il ne va pas dire rien. Laissez à l'Assemblée nationale, personne ne va dire. Il faut couper le micro en l'air. J'ai fait 3 mandats, je sais de quoi je parle. Quand on vous dit 3 minutes, c'est 3 minutes. Quand on vous dit 7 minutes, c'est 7 minutes. On coupe le micro. Bon, et c'est cadré, personne ne va garder. Et comme on est en France, tout. Et quand on est ici, on a beaucoup de gorge. On veut violenter tout le monde, etc. Mais on est très appliqué quand on est là-bas. Et donc, Salibert essaie de cadrer le débat, il le fait comme il peut. C'est pas toujours facile, mais respectueux. En parlant de l'Assemblée, Monsieur le Président, vous aviez fait, il y avait un certain nombre de lois portant votre nom, les VHU. Les maisons, les dents creuses, oui, la coopération. Voilà, c'est ça. L'indivision. L'indivision, voilà. Alors, pour ça, il semblerait que les notaires sont un petit peu, ils freinent des cas. Ça a changé. Je souris parce que dès que je parle à certains notaires, ils commencent à rire parce qu'il y a une petite guerre entre nous, mais entre Martiniquais, oui. Entre nous, quoi. Parce que c'est vrai qu'ils se traînaient, ils cherchaient la sécurité maximale. Bon. J'ai répondu à ça et je fais tout pour répondre à ça. Et nous avons eu plusieurs réunions, ça va nettement mieux. On a trouvé des solutions techniques, on a même 4 amendements que Josette va porter à l'Assemblée pour rédiger par des notaires, pour sécuriser un peu la procédure pour les notaires, parce que cet aspect de choses-là, il faut quand même en tenir compte, il ne faut pas les mettre en difficulté, quoi. Et juridiquement parlant, parce qu'on peut faire un procès contre eux. Et donc on est sur la bonne voie. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle le groupement d'intérêt public titrement, parce qu'on a un gros problème de titrement en Martinique. Oui. Il y a un LOTEC propriétaire. C'est ça. Donc on va régler ça, et les notaires demandent ça, et puis si les amendements clés qu'on veut faire passer fonctionnent, on devrait installer un vrai service d'accompagnement à la sortie d'indivision à CTM. Je négocie avec les EPCI pour que les EPCI mettent aussi des référents à indivision, qu'on puisse commencer, parce que la loi a déjà 2 ans, 3 ans, il reste 7 ans. Oui. Donc il ne faut absolument pas rester sans utiliser cette loi qui pourrait permettre de relancer le BTP en Martinique. Bien sûr. Et concernant les VHU, est-ce que votre position actuelle en tant que président, vous pouvez réactiver un petit peu Oui, on a déjà eu 2 réunions avec TDA. TDA, c'est la structure qui gère les VHU. On a réuni déjà les maires. On est vraiment sur un chantier. L'objectif, c'est aller vers on n'a pas dit zéro, vers zéro VHU. Donc, on aide la collectivité à la structuration de la filière pour que les enlèvements, il y a des incompatibilités entre la position de la mairie qui a le pouvoir municipal et TDA, c'est-à-dire la structure des concessionnaires qui va enlever, parce que tu as un câble à PVA, mais tu as la PVA pour arriver, il y a encore là, quoi. Bon, il faut régler ça. Et puis, il faut trouver la fluidité. La seule chose qu'on a gagnée, et on a bien gagné, aujourd'hui, pollueur-payeur. C'est-à-dire, concessionnaire, ça lit tirer l'auto en l'arrière.
c'est pas amer. C'est ça. Donc ça, c'est gagné avec le décret Ségolène Royal et Chimie. Et donc ça, c'est gagné. Hein. Avant, c'était la mairie. Moi, j'en ai enlevé près de 20 000, comment tu mets. Bon, c'est terminé parce que ça coûte de l'argent. C'est 250, 300 euros par loto, là, au point où vous déposez le coût, quoi. Donc ça, c'est gagné. Maintenant, il faut poursuivre. On ressent une petite amélioration dans les rues. Hein. Je ne parle pas de cette période-là. Oui, bien sûr. Oui. On ressent une petite amélioration et il faut continuer. Disons que cette période-là a permis quand même d'en tirer pas mal. Ouais. Et Monsieur le Président, pour terminer, le télétravail, est-ce que les agents de la collectivité sont désormais en présentiel, en télétravail? Comment ça se passe avec tout ça? Le télétravail est un outil très précieux et très important, notamment en période de crise. Et là, d'ailleurs, en France, là, ils essaient de généraliser le télétravail avec un minimum de 2 jours. Quand il y a crise sanitaire, il faut vraiment y aller à fond. Hein. Donc, tous ceux qui demandent télétravail, crise sanitaire de droit, ils l'ont. Hein. Et vous avez aussi le télétravail lié à des situations personnelles et familiales. Et c'est très important. Hein. Et en Martinique, parce que vous avez beaucoup de personnes âgées, beaucoup de mères qui accouchent, et le mari doit être là. Enfin, moi, c'est 100%. Hein. D'ailleurs, dans l'organisation que j'ai mise sur place, je demandais à ce qu'on me montre tous ces dossiers-là pour les signer, toutes les demandes de cette nature. Et puis, on a des télétravails qui sont liés à des situations d'accompagnement d'une personne âgée, etc. Ou encore des gens qui sont malades et qui ont besoin de temps pour ne pas tomber dans des réductions de salaire et qui utilisent le télétravail. Tout ça, c'est 100%. Par contre, je ne suis pas favorable au télétravail de complaisance. Bon. Et parce qu'on n'a pas envie de venir à travailler, puis on fait une demande de télétravail parce qu'on n'a pas simplement envie de venir travailler. Je ne suis pas très favorable à ça, et c'est pour ça que nous allons travailler, parce que c'est un cadre. Hein. Nos syndicats ont voté avant moi un cadre pour le télétravail qu'il faut respecter. Donc moi, je compte les réunir pour leur faire une nouvelle proposition pour mieux encadrer le télétravail, pour éviter les abus. D'accord. Et là, le Premier ministre en a parlé dernièrement avec cette nouvelle vague-là. Espérons que cette nouvelle vague-là ne va pas arriver en Martinique. Non, la nouvelle vague est déjà. Hein, Elle est déjà là. Ah oui. Les chiffres qu'on a montrent bien qu'on est là. J'espère qu'on va tenir, qu'on va mieux subir la 5e vague que la France, parce que la France, on est déjà à 40 et quelques mille cas et par jour. Et c'est très grave. L'avantage, peut-être pas l'avantage. Enfin, la situation, c'est que on a une croissance de 40 000 personnes. On est passé de 2 000 personnes là, il y a 15 jours, 3 semaines, à près de 40 000 personnes jour. Mais on a moins de morts et moins d'hospitalisés. Donc, on a un phénomène qui est lié au fait, certainement, de la vaccination, mais aussi de la puissance du virus. Est-ce que ce virus-là entraîne autant de morts ? Et je crois que la combinaison des deux je ne suis pas scientifique, je ne connais pas, mais je pense que, d'ailleurs, on a un chiffre qui est très parlant, c'est-à-dire la majorité de personnes qui décèdent, 95%, sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc on a quand même moins de décès et moins d'hospitalisations. On a environ 1500 hospitalisations au niveau national. Ça montre bien qu'on a une masse de personnes contaminées, mais moins de personnes qui meurent, etc. C'est une nouvelle donnée. Hein. Et puis... deuxième chose, en Martinique, c'est quand même, le chiffre, c'est 728 décès. Et au 30, je pense qu'il y a plus, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont parties. Vous avez une augmentation du nombre de cas. On était à 300 et quelques. On est passé, il y a une semaine, on est passé à 529 cas, et nouveaux cas par jour. Ouais. Et vous avez 147 cas pour 100 000 habitants. C'est le taux d'indice, ce qu'on appelle le taux d'indice. Ce qui veut dire que le taux d'indice à ne pas dépasser, c'est 50 cas pour 100 000 habitants. Nous, à 147. Donc, il faut qu'on dise aux Martiniquais, attention, on est en train d'augmenter. Et j'ai appelé l'hôpital avant de venir ici, qui me disait qu'ils ont eu, vendredi, 18 cas d'hospitalisation. Ça s'est atténué samedi et dimanche. Mais vendredi, on a eu un pic. Donc, on n'a pas de saturation au niveau de l'hôpital, mais il y a des indices qui montent. Donc, nous avons tout intérêt à continuer les gestes barrières, parce que c'est ça qui est, à mon avis, le plus essentiel.
Et parce que tout le monde peut être touché. Vous avez vu le préfet, on apprend qu'il est j'ai des amis autour de moi, même les personnes qui sont systématiquement masquées peuvent avoir le virus. Donc on a en situation, j'ai un ami, je ne vais pas citer son nom, j'ai appris aussi qu'il est à l'hôpital. Donc il faut véritablement rester extrêmement vigilant, vraiment très très vigilant. Bien. Je voulais vous demander aussi, est-ce que Noël et Jour de l'An, on va passer ça confiné, pardon. Est-ce que vous avez des nouvelles? C'est le préfet qui prend sa décision, bien sûr. Non, il y a plusieurs aspects sur ça. La première chose, c'est que je suis assez, pas content, mais observateur sur l'évolution de la crise, parce que la crise n'est pas terminée. Nous avons un dialogue qui s'est rétabli. Et ça n'a pas été facile, mais le dialogue s'est rétabli entre l'intersyndical et l'État. On a tout fait pour ça. Et puis, nous impliquons très fortement dans la recherche de solutions de désescalade pour qu'on puisse être prêt, parce que à la MENA, il y a beaucoup de déprogrammation. Oui. Moun qui ni cancer, moun qui ni problème de néologie, etc. Beaucoup de personnes sont déprogrammées, sont retardées. Et puis des accidentés. Oui, c'est ça. Et donc, l'hôpital a fonctionné à un moment donné simplement avec des urgences, quoi. Bon. Donc, aujourd'hui, avec la libération des routes, tout ça, la circulation devient plus fluide. Ce matin, l'hôpital me dit qu'il commence déjà un petit peu à rattraper. Mais c'est très important qu'on comprenne cela. Maintenant, c'est à nous, pour que ça se passe bien à Noël, dans des conditions sanitaires qui seront certainement restreintes, avec les distanciations, le nombre de personnes dans des salles, etc. Il faut absolument que les ateliers fonctionnent. Ateliers sanitaires, ateliers pour pouvoir sortir des pistes et des solutions qui répondent pas à 100% aux revendications de l'intersyndicale, mais qui donnent déjà une ligne qui montre bien qu'on recherche, nous, Martiniquais entre nous, une ligne moyenne, médiane, pour pouvoir avancer. Et cet atelier-là fonctionne, donc on est très impliqués, on avance très très bien. Le transport avec David Zobda avance bien. Et nous travaillons beaucoup avec la jeunesse, avec Didier Laguerre qui fait des propositions, qui a fait sa réunion. Sur la culture, c'est Mme Moroz et Mme Casimirius qui travaillent, on fera des propositions. Mais c'est l'occasion, parce qu'on a une conjugaison d'une crise sociale, une crise économique avec une crise sanitaire. Il ne faut pas apporter que la solution sur le sanitaire, il faut apporter des solutions sur les transporteurs. Je trouve que les transporteurs vivent des moments très très difficiles avec des charges. Quant aux pêcheurs, on leur a promis des exonérations depuis des années et des années. Apparemment, oui, quoi. Il faut répondre. La dépollution des terres sur les terres agricoles chlordéconées, il faut prendre une décision radicale. C'est pas seulement la chlordéconomie qu'il faut absolument donner. Il y a ça, pour que tout soit gratuit. Mais là, on fait chlordéconomie, qui médicament on idée au passage. Donc il faut faire avancer la recherche dans ce domaine. Il y a des crispations qu'on a structurées, qu'on a organisées par des réponses tardives ou des réponses nulles, ou du mépris vis-à-vis d'une partie de la population. Et ce qui fait que les gens sont très durs, des fois. Je condamne vraiment très fermement les violences qu'on a connues récemment, notamment contre les petits, et contre des groupes de type, et plus particulièrement contre ceux qui ont leur voiture, etc., qui se retrouvent sans voiture le jour au lendemain. C'est entre nous qu'on se bat comme ça, c'est pas bien. Mais la trame de la revendication, en dehors de ces exactions à condamner, on sent un vent de colère, et jeunesse plus particulièrement, qui existe, donc il ne faut pas ignorer ça. Il ne faut surtout pas ignorer ça. Les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais. Vous savez qui est-ce qui a dit cette phrase? Pierre Aliquer. À qui vous avez rendu hommage ce week-end? Oui, nous avons tenu à rendre hommage à Pierre Aliquer parce qu'il est décédé en décembre, de mémoire le 13. C'est ça. Et il fallait absolument... Non, c'est pas le 13, enfin début décembre. Oui. Là, et aujourd'hui, nous avons ce devoir d'être dans sa ligne. C'est un sachant, un homme extrêmement paisible, mais rigoureux, qui aimait son pays, qui avait des convictions et une très grande fidélité vis-à-vis de Césaire et de son pays. Donc, il fallait lui rendre hommage. Césaire. Et Aliquer disait toujours qu'il ne faut jamais se laisser bercer, noyer dans les eaux glacées des intérêts privés, qu'il faut absolument privilégier les intérêts collectifs.
si j'ai quelque chose à dire aux Martiniquais aujourd'hui, c'est privilégions les intérêts collectifs et soyons dans une ligne d'intégrité et de revendication puissante par rapport à tout ce que nous avons comme blessure, mais restons quand même collectivement hyper soudés. Et c'est dans le dialogue interne entre nous qu'on peut trouver des solutions. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter que je ne vous ai pas posé? Non, mais merci question? beaucoup. Chaque fois que je viens à Zouk TV ou à d'autres radios, télévisions, je suis toujours disposé à tenir compte de la réalité de l'existence des petites télés qui souffrent, des petites radios qui souffrent. Et nous allons bientôt présenter un dossier pour essayer de voir comment on peut, avec un vote des élus, aider ces radios et ces télés de proximité. Merci à vous, Monsieur le Président. Bon courage. Merci la Martinique a besoin de vous. J'ai failli dire la Martinique parce qu'il va m'en vouloir, le monsieur. Pardonnez-moi. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Manuela, merci pour la réalisation. À très vite.